Je voudrais ici réagir à une évidence de l'actualité internationale qui vient d'éclater d'une manière encore plus scandaleuse dans une émission de France 24 dans laquelle s'exprimait le célèbre porte-parole des groupes terroristes qui ensanglantent l'Afrique, à savoir l'individu lugubre de Wassim Nasr. En effet, depuis plusieurs semaines, le Mali est victime d'une tentative de coup d'État énergétique organisée par les terreaux-impérialistes et leurs parrains néocolonialistes français et impérialistes occidentaux. Je recommence une deuxième fois. En effet, depuis plusieurs semaines, le Mali est victime d'une tentative de coup d'État énergétique organisée par les terreaux-impérialistes avec le soutien de leurs parrains néocolonialistes français et impérialistes occidentaux. Une troisième fois, pour que le fait soit bien marqué dans l'esprit de chacun, le Mali est victime depuis plusieurs semaines d'une tentative de coup d'État énergétique perpétrée par les terreaux-impérialistes soutenus par leurs parrains, les néocolonialistes français et les impérialistes occidentaux en général. Ce fait est indiscutable. Il est d'autant plus indiscutable qu'il suffit de regarder la restitution des événements par la presse officielle française, et notamment donc le média officiel français France 24, qui est un média affilié directement au ministère des Affaires étrangères de la France, c'est-à-dire qui reflète la posture diplomatique de la France envers les pays étrangers. Et il suffit de se référer aux prises de position de ce média pour comprendre jusqu'à quel point le terrorisme contre l'Alliance des États du Sahel, contre l'Afrique, bénéficie du soutien de l'oligarchie néocolonialiste française, d'une manière de plus en plus ouverte, de plus en plus flagrante et de plus en plus scandaleuse. Je rappelle que le sieur Wassim Nasr est poursuivi dans tous les tribunaux de l'Alliance des États du Sahel pour apologie du terrorisme, pour soutien au terrorisme. Et devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, eh bien, le gouvernement français actuel a plusieurs fois été accusé par le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, eh bien, la Fédération de Russie, de soutien, de financement et d'armement du terrorisme, sans jamais accepter une confrontation des preuves opposées par ces accusateurs. Ce qui, en son temps, nous a amené à produire le livre phare de cette année politique en Afrique, sans fausse modestie, c'est notre ouvrage « L'impérial terrorisme », preuves irréfutables de l'agression, eh bien, impérialiste des forces de l'OTAN et de leurs alliés du Moyen-Orient contre l'Afrique. Ce qu'il y a de scandaleux, c'est que si on imaginait l'inverse, on se rendrait immédiatement compte de l'immensité et de la gravité de ce que font les journalistes d'État français. Projetons-nous rétrospectivement dans l'histoire. J'étais ici en France, comme beaucoup d'autres citoyens français d'origine ou d'adoption, un certain 13 novembre 2015, lorsque les groupes terroristes Al-Qaïda et l'État islamique, qui ont été créés par les renseignements généraux occidentaux entre les années 80 et les années 2000, ont attaqué la ville de Paris et une salle de spectacle dans laquelle d'honnêtes et paisibles citoyens bénéficiaient de concerts musicaux. La célèbre salle du Bataclan. Plus de 100 personnes furent assassinées cette nuit-là, dans un carnage sans nom, perpétré par les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Le choc de cet attentat terroriste retentit jusqu'aujourd'hui dans la conscience du peuple français. Car ce jour-là au Bataclan, les terroristes ne firent pas de choix. Ils tirèrent sur le tas, tuant des Françaises, des Français,
de toutes les souches et de toutes les origines, tuant des étrangers de toutes les souches et de toutes les origines, qui avaient uniquement eu le malheur d'avoir, eh bien, la même passion pour la musique, exposée dans cette belle salle de spectacle du Bataclan. Si vous pouviez relire les accents et les trémolos, si vous pouviez relire l'émotion sacrée qui s'emparèrent alors de la France, blessée et frappée dans sa capitale par cet attentat terroriste abject, vous pourriez comprendre que personne en France, que ce soit le peuple français ou le gouvernement français, n'aurait accepté que dans un pays africain, il y a un média d'État qui est sous le contrôle de la diplomatie de ce pays africain, un média d'État qui vante les prouesses des terroristes qui ont assassiné au Bataclan. Imaginez que le 14 novembre 2015, c'est-à-dire le samedi, les médias d'État du Mali, ORTM, du Burkina Faso, RTB, du Cameroun, CRTV, ou du Gabon, RTG, ou, je ne sais pas, du Sénégal, RTS. Imaginez que ces médias d'État invitent leurs journalistes spécialistes de la France pour décrire Paris comme étant en passe d'être occupé, encerclé, ceinturé par les terroristes, et indiquer que les terroristes qui ont frappé le Bataclan sont en train de chercher un accord avec un certain nombre de forces politiques françaises pour gouverner Paris. Imaginez qu'un journaliste de l'ORTM, parce que Wassim Nasr, il a le statut que peut avoir au Mali un journaliste de l'ORTM. Imaginez qu'un journaliste de la CRTV, un journaliste de la RTB, bref, un journaliste d'État, se présente à la télévision et essaye d'expliquer au public africain et mondial que ceux qui ont tué plus de 130 Français le 13 novembre 2015 sont à la recherche d'alliés à l'intérieur du peuple français pour pouvoir gouverner la capitale française, à savoir, eh bien, Paris. Et que ce n'est pas impossible, et que tout cela évolue très bien dans ce sens. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de mettre fin au régime à l'époque de François Hollande, considéré comme devenu impopulaire, illégitime et méritant d'être renversé. Bref, imaginez. Imaginez que le 14 novembre 2015, la presse d'État, je ne parle même pas de la presse privée, africaine, ait décidé de mener une campagne pour expliquer la toute-puissance des terroristes qui ont frappé la France parce qu'ils ont réussi à tuer plus de 130 personnes, dont de nombreuses et nombreux Français, en pleine capitale de la République française. Est-ce que vous imaginez cela? Si vous pouvez vous imaginer cela, imaginez maintenant l'horreur, imaginez le choc, le scandale que ressentiraient les populations françaises. Imaginez la réaction terrible qu'aurait le gouvernement français de se rendre compte que une presse d'État, des presses d'État de pays africains se réjouissent à demi-mot, parfois même à mots ouverts, comme le fait Wassim Nasr et France 24, eh bien, du malheur qui a frappé la France. Est-ce que vous savez ce que firent pratiquement une quinzaine de chefs d'État africains après le terrible attentat terroriste du 13 novembre 2015? Est-ce que vous savez ce qu'ils firent? Alors que l'Afrique est victime d'un plus grand nombre d'attentats terroristes depuis plusieurs années que la France, et que dans aucun pays africain, les dirigeants occidentaux, européens, américains ne se sont déplacés en grappe, en groupe, en troupes, pour venir pleurer les millions de morts du terrorisme. Des dizaines de dirigeants africains se précipitèrent à Paris pour se tenir coude à coude avec François Hollande et pleurer à chaudes larmes, comme Bokassa pleurait de Gaulle, eh bien, les morts du terrorisme à Paris. De prime abord, on ne pourrait que louer la célèbre générosité africaine, la solidarité africaine, la compassion dont firent preuve les dirigeants africains après les attentats affreux, absolument abjects du Bataclan. La grande question est, depuis que l'Afrique subit pire que ce que la France a subi, depuis que l'Afrique subit pire que ce que toute l'Europe a subi en termes d'attaques terroristes, avez-vous noté un seul
pays africain, une seule capitale africaine qui a reçu afflux de dirigeants occidentaux venus marquer leur compassion. Est-ce que vous savez pourquoi les dirigeants occidentaux ne sont jamais venus, comme les dirigeants africains, eux, l'ont fait, marquer leur compassion pour les victimes du terrorisme? Mais parce que les dirigeants occidentaux sont beaucoup plus conséquents que les dirigeants africains. Alors, pourquoi sont-ils beaucoup plus conséquents? Ils ne vont quand même pas pousser le bouchon jusqu'à venir faire semblant de pleurer les victimes du terrorisme qu'ils ont implanté. En effet, les deux principales organisations terroristes qui attaquent l'Afrique, à savoir Al-Qaïda et l'État islamique, ont été créées par les renseignements généraux occidentaux, notamment américains. Ça, c'est une information officielle. Al-Qaïda, créé dans les années 80 par les services américains pour combattre les soviétiques en Afghanistan. Et quant à l'État islamique, eh bien, créé dans les années 2000 par l'administration américaine Obama-Clinton pour déstabiliser l'Irak, la Syrie, le Moyen-Orient en général, l'Afrique du Nord, le Sahel et plus largement tout le continent africain. Ça, c'est la donnée scientifique. Vous comprenez donc pourquoi Barack Hussein Obama, Hillary Clinton, François Hollande et tout ce monde ne pouvait pas se déplacer. Les dirigeants européens ne voyaient aucune nécessité de se déplacer en masse pour venir pleurer les morts du terrorisme en Afrique, puisqu'ils savent que les organisations terroristes sont bel et bien parrainées par les puissances occidentales, c'est-à-dire par eux-mêmes. En effet, citons le président Emmanuel Macron dans une interview accordée à la presse française du Figaro au mois de juin 2017. Citation de mémoire. Nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. Je recommence la citation de Macron. Dans Le Figaro, du mois de juin 2017, et vous trouverez cette citation dans le livre de référence, le livre phare de cette année, que toutes les Africaines et tous les Africains doivent se procurer. Donc, tous les Africains et tous les Africains doivent se procurer l'impérial terrorisme. Je recommence la citation. Emmanuel Macron parle. Il est fraîchement élu président de la République française à l'époque. Il a encore une certaine mémoire des faits. Et il dit, nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. Emmanuel Macron, dans cette interview, va plus loin et dit que la France a une dette de sang envers la Libye, que la France est coupable d'avoir versé le sang africain, le sang libyen, et qu'il va falloir qu'elle paye. Ainsi parlait Macron, quand il avait encore toute sa tête. Oui! Donc, à partir du moment où les dirigeants occidentaux savent que les organisations terroristes qui ensanglantent l'Afrique sont en réalité leurs mercenaires, pourquoi voulez-vous qu'ils poussent le bouchon jusqu'à venir en Afrique faire semblant de pleurer les morts du terrorisme qu'ils ont facilité? Qui a détruit la Libye? Qui a déstabilisé le Sahel? Qui déstabilise l'Afrique depuis plus de 600 ans? C'est l'Occident et ses alliés du Moyen-Orient avec leurs valets africains. C'est une thèse scientifiquement incontestable. Et pour ce qui est de la déstabilisation la plus récente du Sahel, tout le monde sait que c'est l'OTAN, avec ces deux organisations terroristes de mercenaires, Al-Qaïda et l'État islamique, qui en saccageant la Libye, a provoqué une déflagration dans le Sahel. Faut-il rappeler une conversation du mois de mai, le 27 mai 2011, entre l'ancien président nigérien, Mahamadou Issoufou, il est toujours vivant. Je suggère aux journalistes à Niamey d'aller voir le président Issoufou et de l'interroger uniquement sur la séquence de 2010-2011, pour qu'il rafraîchisse la mémoire aux Africains et qu'ils disent maintenant qu'il est débarrassé du poids du pouvoir, qu'ils disent la vérité. Toute la vérité aux Africains. Posez-lui la question, pourquoi dit-il à Barack Hussein Obama, Mr. President, ça se passait à Deauville, c'est à 100 km de ma position actuelle. Mr. President, please don't destroy Libya. Because if you destroy Libya, you will destabilize all Africa. Monsieur le Président Obama, pardon. N'attaquez pas la Libye, ne détruisez pas la Libye. Si vous détruisez la Libye, vous allez déstabiliser toute l'Afrique. La réponse est célèbre, faite par Obama Barack Hussein, le traître, l'ennemi, sorti pourtant des entrailles des Africains, contre les Africains. Le plus grand assassin d'Africains du XXIe siècle, c'est Obama Barack. Barack Obama répond,
We will finish the job. No, we will finish the job. Nous irons jusqu'au bout. Maintenant, il dit que c'était la plus grande erreur qu'il ait commise, c'est de ne pas assurer le service après-vente de la destruction de la Libye. De quel droit a-t-il détruit la Libye? Qui est Obama pour se lever avec son armée et venir détruire un pays entier? Donc, si les dirigeants occidentaux et leurs journalistes ne font pas preuve de compassion envers les Africains, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont responsables des groupes terroristes. Pour ne pas décourager donc leurs mercenaires qui sont sur le terrain pour tuer notre peuple, ils ne peuvent pas pousser le bouchon jusqu'à venir pleurer les morts dont ils sont coupables. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes le mardi 4 novembre sur la Terre. Alors, revenons au Mali. Le Mali où désormais, je passe 1 mois sur 3 dans l'année. Puisque le président de la République, le gouvernement du Mali, m'ont permis de fonder l'Institut de l'Afrique des Libertés, dont le siège est donc à Bamako, et où j'anime les travaux de l'équipe de chercheurs qui soutient les politiques d'émancipation des peuples africains. De facto, depuis notamment le mois d'août, je passe 1 mois sur 3 au Mali. Mais attention, je connais le Mali depuis 2012, comme professeur invité de philosophie à l'Université catholique du Mali. C'est un pays qui m'est profondément connu. C'est d'ailleurs, de tous les pays africains, celui que j'ai visité pendant le plus long nombre d'années, de manière cumulative, le plus long nombre d'années, le Mali. De quoi le Mali est-il victime? J'ai déjà rappelé que le Mali est victime d'un traitement vengeur, d'une méchanceté spéciale. Pourquoi? Il faut que tout le monde sache pourquoi les gens se concentrent contre le Mali. J'ai déjà donné 5 raisons. Je les rappelle à tout le monde, parce que les gens oublient pourquoi on attaque le Mali. La première raison pour laquelle on attaque le Mali, elle, c'est une raison géopolitique, géostratégique. Sous le président Amadou Toumani Touré, les autorités américaines d'alors ont souhaité installer sur le sol du Mali la base du commandement militaire de l'OTAN et des États-Unis pour toute l'Afrique, ce qu'on appelle AFRICOM. Le Mali, sous le président général d'armée, Amadou Toumani Touré, a dit non. Depuis ce jour-là, le nom du Mali a été écrit sur une liste rouge par la plus grande puissance occidentale, les États-Unis d'Amérique. Vous écrivez 1. Le Mali a refusé d'être la base du commandement de l'OTAN, la base du commandement militaire américain pour la recolonisation de l'Afrique. Vous notez ça, raison 1. La deuxième raison pour laquelle on en veut spécialement au Mali, c'est qu'il est le pionnier du délogement des troupes néocolonialistes françaises sur le sol africain en ce 21e siècle. Écrivez. Pionnier du délogement des troupes néocolonialistes françaises. Je vous ai souvent cité ici le sénateur Christian Cambon, président de la commission de la défense au Sénat français, qui a dit « Le Mali va payer cher le fait de s'être séparé brutalement des troupes françaises. » Je rappelle que les Maliens n'ont pas tiré une balle sur un soldat français. Ils n'ont pas tué un seul soldat français. Eux qui sont morts par centaines de milliers pour la libération de la France du nazisme, ils ont simplement demandé à l'armée française de rentrer chez elle. C'est ce que le sénateur Cambon appelle, Christian Cambon appelle cela la brutalité. À partir du moment où le Mali a posé cet acte, des Africains qui doutaient de leur capacité à déloger l'armée française ont pris confiance. Et il y a eu donc un enchaînement de délogement des troupes néocolonialistes françaises. Cet enchaînement s'est poursuivi aussitôt au Burkina Faso, il s'est poursuivi au Tchad, il s'est poursuivi au Niger, il s'est poursuivi au Tchad. Et il est en train de se poursuivre bon an mal an, même dans les pays où l'armée française s'est réhabillée en civil, s'est redéguisée en organisation humanitaire, s'est redéguisée en compagnie de sécurité privée. Même dans ces pays-là, c'est-à-dire le Gabon, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, tous ces pays qui n'assument pas clairement une stratégie de délogement sec, même le Togo, dans tous ces pays-là, l'armée française est obligée de faire profil bas. Dans la tête des géostratèges néocolonialistes français, à qui est-ce la faute? Réponse, au Mali.
C'est le nom du Mali qui revient dans leur tête quand ils sont réveillés. C'est le nom du Mali qui vient dans leur tête quand ils dorment. Parce que c'est le Mali qui a montré qu'il était possible de se débarrasser de l'occupation militaire française au XXIe siècle. Aya Sebe, écrivez. Notez les raisons, ne demandez plus pourquoi on attaque le Mali. Je viens de vous donner 2. Je continue. La 3e raison pour laquelle on attaque le Mali. On attaque le Mali parce que le Mali est la capitale de la charte de la plus grande organisation patriotique panafricaine progressiste révolutionnaire, l'Alliance des États du Sahel. Les présidents Abdourahmane Tchani du Niger et Ibrahim Traoré du Burkina Faso ont accordé à leur frère, le président du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, la responsabilité sacrée et historique de garder dans la ville de Bamako, qui est la ville des grandes mobilisations historiques africaines depuis plusieurs décennies, la charte sacrée de l'AES. La charte. Vous savez, la charte, c'est un document qui a la valeur de la loi fondamentale. La charte, c'est le document en quelque sorte le plus mystique et le plus magique d'une organisation politique. Celui qui détient la charte est celui en qui tous mettent leur confiance. Il est la garantie, il est un pilier essentiel de l'organisation. Le Mali est le détenteur de la charte. Or, l'Alliance des États du Sahel est dans un processus de souveraineté, de liberté de choix stratégique et de défense des intérêts vitaux africains. Elle est guidée par la trilogie issue de la doctrine du panafricanisme révolutionnaire. Par conséquent, frapper le Mali, c'est frapper l'AES au cœur. Frapper le Mali, c'est frapper l'AES au cerveau. Frapper le Mali, c'est frapper toute l'AES et par là frapper tous les Africains épris de souveraineté, de prospérité, de dignité, de liberté, c'est les frapper. Voilà pourquoi on se concentre sur le Mali. On sait qu'en se concentrant sur le Mali, on va atteindre le Burkina, on va atteindre le Niger et globalement on va démoraliser tous les Africains en lutte. Vous comprenez? Ça c'est la 3e raison. La 3e raison pour laquelle il se concentre sur le Mali. On continue. Il y a une 4e raison. Notez les raisons. Notez bien. La 4e raison pour laquelle on s'acharne contre le Mali, c'est que c'est le Mali qui a initié le changement de la doctrine de la lutte antiterroriste au XXIe siècle en Afrique. Pendant la première partie du XXIe siècle, les pays africains confrontés au terrorisme ont accepté le narratif mensonger de l'Occident, qui disait qu'ils étaient attaqués par des extrémistes religieux appelés djihadistes, qui voudraient imposer une certaine version de l'islam aux Africains. Ça, c'était la doctrine officielle imposée par l'OTAN, imposée par l'Union européenne, imposée par les néocolonialistes français à travers leurs médias. Comme ce qu'il faut retenir. Tout le monde devait dire, on est attaqué par des djihadistes. On est attaqué par des djihadistes. Ce sont des radicaux, des fondamentalistes qui veulent installer un califat mondial, qui veulent nous imposer une version radicale de l'islam à laquelle nous n'étions pas habitués. C'est un problème religieux. Oh là là, cette religion, l'islam, vraiment on en a marre. C'était ça la thèse. Et la foutaise qu'ils ont mise dans la tête, dans le crâne de millions d'Africains pendant plusieurs années. À partir d'une analyse et d'une compréhension scientifique de la nature réelle de l'agression contre l'Afrique, qui n'a rien à voir avec la religion. À partir d'une démystification du concept de djihadisme. Les autorités maliennes sont celles qui ont ouvert le chemin vers une politique de la vérité dans la lutte antiterroriste. Elles ont compris que nous n'étions pas attaqués en Afrique par de soi-disant djihadistes. Ce n'est pas une affaire musulmane. Ce n'est pas une affaire de religion. Le mot djihadiste a été utilisé comme un voile. Il a été utilisé comme un cache-sexe, un masque, pour ne pas permettre aux Africains de comprendre tous et chacun que c'était les mercenaires du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental qui nous attaquaient. Une fois que les autorités maliennes révolutionnaires ont documenté la véritable origine d'Al-Qaïda dans les services occidentaux, la véritable origine de l'État dit islamique dans les services occidentaux. Ils ont compris que nous avions donc affaire à une guerre de recolonisation pour le contrôle de nos matières premières. Or, bauxite, manganèse, diamant, uranium, il s'agissait de nous fragiliser pour continuer à nous piller. Une fois que cela a été clair,
Le Mali est donc le premier pays, et c'est cela la quatrième raison, à avoir changé la doctrine de la lutte antiterroriste. Le Mali a dit, à partir de maintenant, on ne combattra plus jamais les terroristes en s'appuyant sur les puissances qui les ont créés et qui les arment et qui les financent et qui les médiatisent. On ne va plus jamais s'appuyer. Nous allons chercher des alliances avec les puissances qui n'arment pas, qui ne financent pas, qui ne médiatisent pas, qui ne soutiennent pas les groupes terroristes. C'est tout. À partir de maintenant, les groupes terroristes et leurs parrains, ils sont en face. Nous, notre peuple, notre armée, on est en face. Et puis on va se peser sur le terrain. On va se peser. C'est le Mali qui a initié la doctrine de la libération totale et radicale de l'Afrique contemporaine. Aya Sebe, Tilana Yomi. Vous devez savoir pourquoi on s'acharne contre le Mali. C'est la quatrième raison. Maintenant, il y a une cinquième raison pour laquelle on s'acharne contre le Mali. C'est que le Mali a réouvert le chemin vers les grandes alliances géostratégiques mondiales en faveur de l'Afrique, notamment à travers son alliance géostratégique, géopolitique avec la Fédération de Russie. Par là, le Mali a réactivé une partie du dispositif de l'ancienne guerre froide du XXe siècle. Où, en Afrique, même quand un pays disait qu'il était non aligné, il devait choisir entre le bloc socialiste et le bloc capitaliste. Aujourd'hui, ce n'est plus le clivage idéologique, capitalisme-socialisme, qui dirige le monde. Il y a un clivage nouveau qui dirige le monde, c'est le clivage entre l'hégémonie du monde unipolaire, dirigé par les États-Unis et leurs vassaux européens, et d'autre part, la réciprocité, l'équilibre, l'équité, le compromis, le consensus recherché par le monde multipolaire. L'opposition continentale et mondiale, maintenant, elle se fait entre le monde unipolaire, hégémonique, occidental, et le monde multipolaire, consensuel, réciprocitaire, qu'on appelle le Sud global. Aya Sebe, Tilana. Comprenez le monde. Comprenons le monde et ne nous perdons plus, Africains, Africains. Le Mali est donc celui qui réarticule les pays de l'Afrique anciennement dite abusivement francophone, les renvoie dans la dynamique du monde multipolaire. Il ouvre le chemin d'une coopération géostratégique, géopolitique de libération avec la Fédération de Russie. Ce qui lui permet par là même d'entrer à travers la Fédération de Russie, par extension la Chine, alliée naturelle de la Russie, au Conseil de sécurité avec des bras robustes. Voilà pourquoi le Mali n'a pas pu être frappé par une résolution des Nations Unies. Et voilà la cinquième raison pour laquelle on en veut au Mali. C'est que c'est le Mali qui a taillé le croupion à la France, au Conseil de sécurité des Nations Unies, en réussissant à arracher un partenariat stratégique ferme avec la Russie et avec la Chine. Et c'est dans cette faille géopolitique, géostratégique, que se sont engouffrés les Burkinabés, que se sont engouffrés les Nigériens. Et c'est dans cette faille que toute l'Afrique est en train de s'engouffrer, la faille permettant à l'Afrique de respirer dans le monde multipolaire, respirer dans les BRICS, respirer à travers de nouveaux accords de coopération et de défense, gagnant-gagnant. Voilà pourquoi on en veut au Mali. Je peux ajouter une sixième raison, qu'il ne faut pas oublier. Le Mali est l'un des rares pays africains à avoir conservé son rapport à ses racines multimillénaires. À travers ses langues, et notamment sa langue la plus parlée, le Bambara, le Malien et la Malienne sont en contact direct avec leurs ancêtres. Ils ont préservé le socle de notre tradition. La majorité des Maliens est musulmane, une minorité des Maliens est chrétienne, mais tous les Maliens sont des traditionnalistes africains. Aya Sebe. C'est-à-dire que personne au Mali ne peut dire qu'il est malien sans relation aux ancêtres. Or, le Mali, là, c'est une civilisation multimillénaire. C'est sur plusieurs milliers d'années. Le fait que les Maliens et les Maliennes aient préservé, malgré les apports des religions venues du Moyen-Orient, préservé le rapport à leurs racines, notamment à travers leur langue, en fait, eh bien, une source de réenracinement de tous les Africains. Quand un Africain veut profondément se sentir africain, je lui recommande de faire un pèlerinage au Mali. Je recommence. Quand un Africain ou une Africaine voudrait se sentir pleinement africain, je leur recommande de faire un pèlerinage au Mali.
une troisième fois, africain, si tu n'as jamais eu l'occasion de te sentir pleinement africain, il y a un pays africain où tu peux parfaitement te ressourcer, c'est le Mali. Va au Mali. Organise-toi des séjours au Mali. Va rencontrer les gardiens de la tradition. Avec le temps, va visiter nos parents, les Dogons, dans les falaises de Badiangara. Va dans les cercles traditionnels maliens. Va dans les grandes familles. Va écouter les griottes et les griots qui préservent la mémoire des siècles. Va à Tombouctou. Assois-toi dans l'université de Tombouctou où on formait les petits blancs au Moyen-Âge. Écoute la voix des 333 saints. Va au cœur de Kidal. Va voir l'Afrique ancienne, toujours vivante. Au Mali. Parce que leur civilisation n'a pas été rasée, raclée. Tu le vois même à la manière dont ils s'habillent. Depuis l'entrée de la ville jusqu'à la sortie. Depuis l'entrée du village jusqu'à la sortie. Tu le vois à la manière dont ils mangent. Tu le vois à la manière dont ils vivent ensemble. Est-ce que vous comprenez? On en veut donc au Mali parce que le Mali est un greffon de réenracinement. À partir de la bouture malienne, toute l'Afrique se réenracine. Toute Africaine et tout Africain qui sont passés par le Mali et qui avaient perdu la saveur de la civilisation africaine, la retrouvent. On en veut au Mali pour cela. Parce que c'est un pays qui a gardé une personnalité culturelle, civilisationnelle. Vous avez compris? Malgré toutes les difficultés. Je ne vous dis pas que le Mali est aujourd'hui un paradis sur terre, puisque nous sommes en lutte pour restaurer partout la sécurité, partout la prospérité, la paix, l'entente, la puissance de l'État. Mais quand vous allez au Mali, vous vous guérissez du déracinement. Aya Sebe, écrivez ça. Voilà pourquoi on en veut au Mali. Alors, qu'est-ce qu'on a tenté contre le Mali? Ils ont tout tenté. Le Mali, c'est le laboratoire sur lequel le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental a expérimenté sa méchanceté ces dernières années. C'est-à-dire qu'ils ont considéré le Mali comme le prototype du terrain sur lequel ils doivent torturer les Africains. Vous savez ce qu'ils ont essayé? On y va. Ils ont essayé d'opposer les musulmans aux chrétiens, de provoquer une guerre religieuse au Mali. Les chrétiens et les musulmans maliens les ont dribblés. Ça a foiré, ça a loupé. Ils avaient même à un moment donné un imam stipendié qui jouait le tartampion à Bamako, au point qu'on l'a appelé Neymar de Badalabougou. Cet imam a fini par s'afficher clairement avec les terroristes avec lesquels il passe désormais ses jours et ses nuits en Algérie. Mahmoud Diko. Ils ont essayé d'opposer les chrétiens, les musulmans maliens et les traditionnalistes africains en provoquant des incidents, des blasphèmes contre les textes sacrés de la religion coranique, des blasphèmes contre le christianisme, ayant pour but de jeter les communautés les unes contre les autres. Souvenez-vous de tout ça. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. La raison a prévalu et tout le monde a compris qu'il fallait que chacun pratique sa religion dans le respect de celle des autres. Et tout se passerait très bien. Voilà comment leurs tentatives religieuses ont été noyées jusqu'ici. Ils ont laissé un peu ça. Ils sont passés à autre chose. Ils ont tenté d'opposer tous les Maliens à deux communautés maliennes. La communauté Peul et la communauté Touareg. Ils ont essayé de faire présenter les Touaregs et les Peuls maliens comme étant les victimes des autres. Là encore, la formidable mixité malienne, la parenté à plaisanterie, l'unité luxuriante, le métissage profond du peuple malien ont eu raison de ces manœuvres stupides. Les Maliens, qu'ils soient Peuls, qu'ils soient Touaregs, qu'ils soient Bambara, qu'ils soient Dogon, ont compris. Ils ont compris qu'on voulait les mélanger pour qu'ils s'entretuent comme les Tutsis et les Hutus, pourtant même peuple au Rwanda. Les Maliens ont compris ça. Ça a échoué. Souvenez-vous à l'époque, ils ont essayé de fixer dans la région de Mopti et de fabriquer artificiellement des conflits entre les Dogons et les Peuls. Je vous rappelle
que les terroristes étaient chargés de s'habiller comme des dogons, de parler dogons pour attaquer des peuls, et d'autres terroristes étaient chargés de parler peuls pour attaquer les dogons, dans le but que les communautés dogons et peuls s'entretuent. À cette époque-là, un chercheur malien a publié sur The Conversation une étude. Une étude qui établissait que tous les véhicules utilisés par les terroristes dans la région de Mopti avaient été immatriculés en Côte d'Ivoire. C'est là qu'on s'est rendu compte que Ouattara Draman étant le vassal du néocolonialisme français, eh bien, la tentative d'attiser une guerre ethnique dans la région de Mopti était une œuvre du néocolonialisme français à travers son valet, son misérable valet, Draman Ouattara. Ce sont des faits. Je suis en pleine science là. Alors, ça n'a pas marché. On n'a pas réussi à démontrer que les Maliens en veulent à leur propre sang, Peul. Que les Maliens en veulent à leur propre sang, Dogon. Que les Maliens en veulent à leur propre sang, Touareg. Ça n'a pas été possible. Je salue ici mon doyen bien-aimé. Le doyen Bourema Ba de Korienze au Mali, chez moi. Un grand fils du peuple Peul. Le peuple de nos ancêtres, commun. Je le salue. Parce que les Maliennes et les Maliens avertis, il y en a partout sur le territoire. Et c'est cette force de la conscience malienne qui a fait échouer le projet de rwandiser le Mali. De jeter le Mali dans une guerre de liquidation. Une guerre de d'épuration interethnique. Ils n'ont pas réussi. Et tout ça là, ils ont essayé ça ailleurs. Hein. Ils l'ont essayé au Burkina. Hein. Ils l'ont essayé au Niger. Hein. C'est ce qu'ils font au Nigeria. Hein. C'est ce qu'ils font au Cameroun. Hein. C'est ce qu'ils font au Congo. Hein. Partout. Hein. Ce sont leurs méthodes. Ils n'ont pas réussi. Alors là, ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Merde. On ne parvient pas à diviser le Mali. Merde. Ça perd l'hypopète. Diantre. Corne bleue. Ventre bleu. Oh là là, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils sont pugnaces, ces Maliens? Ils ont dit, on va chercher autre chose. Ils ont essayé d'opposer maintenant le nord au sud. Et c'est comme ça qu'ils avaient créé depuis plusieurs années un concept fumeux appelé Azawad. Une entité fantasmagorique, mirobolante, une véritable escroquerie territoriale, politique. Une entité imaginaire qui prétendait récupérer les grandes réserves de pétrole, d'eau, de manganèse, de gaz du nord du Mali pour pouvoir en disposer avec l'Algérie et les parrains néocolonialistes français et occidentaux. C'est ça, le fameux FLA. C'est ça, le fameux MNLA. Une bande de criminels armés par le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental pour hâter à la soudanaise une partition du Mali et ainsi permettre la prédation de ses richesses faramineuses. Ils ont essayé ça. Et tant que la MINUSMA, au service du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental, était sur le sol malien, ces imbéciles-là occupaient le nord du Mali. Tant que l'armée française était sur le sol malien, avec ses alliés occidentaux chargés de stabiliser l'instabilité dans le pays, le nord du pays était occupé par ces bouseux que le président Assimi Goïta, alors colonel d'armée, à la tête des forces spéciales, avait failli écraser s'il n'avait pas été désarmé, urbi et orbi, par l'armée française dans les batailles de 2013-2014. Une fois que l'armée française a été débarrassée du plancher, une fois que la MINUSMA a été priée de montrer sa nuque du Mali, ceux qui protégeaient les terroristes n'étant plus là, l'armée malienne fonça et prit Kidal d'une manière spectaculairement incontestable, avec le soutien de l'alliance anti-impérialiste, anticolonialiste de la Fédération de Russie. Le Mali, désormais, fait régner son administration préfectorale sur la totalité des plus de 1 241 000 km² du Mali. Victoire militaire éclatante. En moins de 3 années de transition, le président Assimi Goïta a réussi avec ses compagnons du Mali Koura ce que l'ONU, la France, l'Union européenne n'ont pas réussi en 10 ans. Astaghfirullah. Là encore, ça a loupé. L'armée malienne est redevenue la force la plus crainte du territoire malien. Elle a repris sa position robésienne de Léviathan. Elle est la force létale la plus importante du territoire malien. Les terroristes le savent.
Une carrière de terroriste dure en moyenne une semaine. L'espérance de vie des terroristes est en train de rejoindre la durée de vie d'une mouche. Grâce aux intrépides forces armées maliennes qui, contre vents et marées, infligent des coups de boutoir extraordinaires aux troupes terro-impérialistes. Je rappelle que le terro-impérialisme, c'est l'association entre les groupes armés terroristes et les puissances impérialistes qui les ont créés, qui les financent, qui les médiatisent, qui les légitiment. Alors, sur le terrain militaire de la confrontation directe entre l'armée malienne et les groupes armés terroristes, il n'y a pas photo. L'armée malienne les pilonne, l'armée malienne les pulvérise, l'armée malienne les déchiquette, l'armée malienne les distribue. C'est de la viande pour charognard. Incapables d'affronter l'armée malienne, ils se sont assis, ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, ils ont ouvert le terrain judiciaire, international et diplomatique. Ils se sont mis à essayer de constituer de soi-disant preuves qu'il y aurait des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, perpétrés contre l'armée malienne, et que les dirigeants maliens, par extension les dirigeants de l'Alliance État du Sahel, seraient bons pour aller devant la Cour pénale internationale, qu'il fallait déclencher le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies de 1945 à San Francisco, pour provoquer une résolution autorisant les grandes puissances occidentales à faire ingérence militaire au Mali pour protéger les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Le Mali, comme le sage, a vu le caillou à la manière de l'oiseau. Et il a vu à qui le caillou était destiné. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont sortis de la Cour pénale internationale. La Russie et la Chine ont verrouillé le Conseil de sécurité. Pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger, aucune résolution. Abana peu peu. Voilà comment le projet d'étranglement judiciaire international du Mali, du Burkina Faso et du Niger a fini aux chiottes. Aux chiottes, oui, aux chiottes. On n'en parle plus. Ils sont assis comme ça, ils ont dit, merde, mais ça perd l'hypopète, ça pristille. Ventre bleu. Oh là là, c'est pas possible. Oh punaise, punaise. Il va falloir trouver quelque chose. Ils se sont grattés la tête, ils se sont tirés les cheveux. Ils ont rougi, ils ont bleui. Vous savez, ce sont des gens de couleur. Hein? Ils ont verdi. Et certains ont même bruni. Tellement ils réfléchissent comment faire tomber le Mali. Alors, ils ont décidé de susciter une opposition civile interne. Sous le motif de démocratie et de liberté d'expression, elle avait pour but d'essayer de provoquer un soulèvement populaire dans la ville de Bamako notamment. Ils se sont mis à manipuler un certain nombre d'anciens premiers ministres pour que ceux-ci sèment la zizanie, alors que le pays est en guerre. Le pays est dans une guerre de libération. Ce n'est pas n'importe quelle guerre. Hein. C'est une guerre d'indépendance que le pays est en train de livrer. Et on a suscité des anciens premiers ministres pour jouer le rôle d'opposaillon, de tir larigot, pour jouer le rôle de vilain petit canard et faire des crossfire, des tirs croisés contre le gouvernement et contre l'armée qui sont au combat. Les autorités maliennes ont procédé de manière très méthodique à l'anesthésie de ces individus. Ils ont été vraiment calmement anesthésiés. C'est-à-dire, ils ont été priés de respecter le Mali en lutte. Ils ont été mis sous anesthésie. On ne les entend plus. Tout ce qu'on entend maintenant, ce sont leurs partisans qui sont planqués ici à Paris, qui sont planqués à Abidjan et qui célèbrent les attaques contre le Mali et qui sont devenus les grands soutiens du terrorisme. C'est le cas du misérable Malick Konaté. Malick Konaté, j'ai pitié de vous. Vous êtes une honte pour toutes les générations africaines de votre âge. C'est une misère morale absolue pour un être humain, qui plus est un Africain, de prendre plaisir à ce que des groupes terroristes attaquent son pays. Malick Konaté, moi je suis originaire du Cameroun. Je suis opposant au dictateur Paul Biya. Mais jamais on ne trouvera dans ma bouche le moindre soutien aux terroristes de Boko Haram qui attaquent mon pays et qui affrontent l'armée camerounaise. Jamais, jamais je ne vais me réjouir que des terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique tuent des soldats de mon pays, alors que je suis opposé au dictateur qui commande à ces soldats. Malick Konaté et tous les autres, ils sont sur Facebook. Ils font plaisir à France 24 en donnant des interviews complaisantes.
Ils se promènent sur TV5. Des médias que nous, on connaît depuis très longtemps. On a fini avec ça. On n'a même pas leur temps. C'est eux qui viennent ici chez moi pour m'interviewer. Moi, je ne vais pas dans leur studio. Je n'ai pas besoin d'eux. On arrive à Paris. Hein? Je pense à, comment il s'appelle, Étienne Fakaba. Un économiste qui marche avec les gens qui ont fabriqué le franc CFA contre son pays. Et on l'a envoyé à l'école. Fakaba, on vous a vraiment envoyé à l'école? Ça sert à quelque chose que vous soyez allé à l'école? Vous êtes économiste? Vous connaissez un pays qui se soit développé de près ou de loin, sans souveraineté monétaire? Fakaba. Ils sont là, ils sont sur Facebook, et ils célèbrent les attaques des camions-citernes qui doivent alimenter les villages d'où ils sont nés. Les camions-citernes qui doivent permettre à la jeunesse de travailler, aux entreprises de fonctionner. Ils disent qu'ils sont maliens, ils disent qu'ils sont africains, ils soutiennent le terrorisme. Avec Wassim Nasr. Oh honte, oh malédiction, oh affront, oh blasphème, oh ignominie. J'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous. Je suis passé de la colère à la pitié. Quand je vois ce que Malik Konaté publie, Étienne Fakaba publie. Est-ce qu'un Malien normalement constitué, même s'il est opposant à Assimi Goïta, doit faire ça? Est-ce qu'un Africain normalement constitué, même s'il est opposant à un dictateur, doit même faire ça? Non, on ne doit pas faire ça. On ne doit pas faire ça, mes frères. Vous là, les hiboux, les charognards, les renégats parisiens, les hiboux, les charognards, les renégats rassemblés à Abidjan, contre le Mali, ce que vous faites se retournera contre vous. Sans exception. Aussi vrai que Sarkozy dort actuellement en prison, aucun d'entre vous n'échappera au boomerang de l'histoire, au boomerang cosmique. Ce que mes ancêtres Bassa Bantou appellent Temnigné va opérer. Et vous allez, eh bien pouvoir le ressentir. Vous allez apprécier. On ne fait pas ça. Mes frères, on ne fait pas ça. Malik Konaté, on ne fait pas ça. Ce que vous écrivez sur Facebook, ce sont des choses démoniaques, Konaté. C'est un être humain transformé en démon qui fait ça. C'est un être humain qui a été colonisé par les forces de l'enfer qui fait ça. Oui, Étienne Vakaba et Sissoko, si je ne m'abuse. Ça fait pitié. Même si vous êtes en colère. Parce que le régime du président Assimi Goïta vous a mis en prison. À cause de votre liberté d'expression. Ne vous retournez pas contre le peuple du Mali. Ayez pitié de vous-même. Songez que ce sont les terres de vos ancêtres qui sont ensanglantés par Al-Qaïda et l'État islamique, organisation terroriste créée par les pays occidentaux qui vous hébergent et qui vous protègent. Quand on n'a pas honte, il faut avoir au moins pitié, dit le proverbe. Iyamewa. Quand on n'a pas honte, Malik Konaté, Étienne Vakaba, il faut au moins avoir pitié. Alors, ils ont tout essayé contre le Mali. Ça aussi, ça n'a pas marché. La pseudo-opposition néocolonisée, reptilienne, qui voulait se faufiler dans les arrières du Mali, elle a été repérée et anesthésiée. Alors maintenant, ils ont décidé de procéder d'une manière encore plus crapuleuse, s'attaquer au système d'approvisionnement du Mali. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Mali est confronté de manière structurelle depuis très longtemps à une crise énergétique. Pourquoi? Parce que son infrastructure d'électricité hydraulique, son infrastructure d'électricité thermique, son infrastructure d'électricité par les voies des énergies renouvelables n'a pas suivi l'évolution de sa population. La population malienne a cru plus vite que l'infrastructure énergétique malienne. Il y a un décalage, il y a un retard, qui est dû à toutes les politiques d'ajustement structurel qui ont été imposées à ce pays, comme à plusieurs autres pays africains depuis les années 90, qui est dû à l'absence de sérieux de la classe politique qui a gouverné le pays et qui a obéi aveuglément aux injonctions du FMI et de la Banque mondiale, aux injonctions de la Banque de France, aux injonctions des dirigeants français, sacrifiant l'économie publique malienne, sacrifiant l'armée malienne pour payer des dettes inventées afin de soumettre le pays.
le Mali a accusé un retard dans le développement de son infrastructure énergétique. Le président Assimi Goïta arrive donc au pouvoir en 2021. Et c'est l'un des défis auxquels il s'attelle. Sous le gouvernement du Premier ministre général docteur Abdoulaye Maïga, le président Assimi Goïta engage les Maliens à un fonds de contribution spéciale sur les communications téléphoniques. Ce fonds permet de dégager, si je m'en souviens bien, 100 milliards. Et ces 100 milliards sont investis dans le relèvement de la capacité énergétique du Mali. On approche, au mois d'août 2025, 19 heures sur 24 de distribution du courant par jour. On en était pratiquement à approcher les 24 heures sur 24, sous le gouvernement du Premier ministre Abdoulaye Maïga, général docteur, que je salue. Jaloux, frustrés de ce succès du gouvernement du Mali, les néocolonialistes français, les impérialistes occidentaux et leurs supplétifs terroristes décident de s'attaquer à l'approvisionnement en carburant du Mali, puisqu'une bonne partie de l'électricité malienne est produite à travers les centrales thermiques. Lesquelles centrales thermiques fonctionnent par combustion de carburant. En s'attaquant au carburant, on s'attaque directement à la circulation des marchandises. En s'attaquant à la circulation des marchandises, on provoque artificiellement l'augmentation des prix, puisque les marchandises se raréfient et ne se distribuent plus de manière fluide et rapide sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit d'un coup d'État énergétique. C'est un coup d'État énergétique qui a été conçu par les services néocolonialistes, impérialistes, et dont les exécutants sont les groupes terroristes. Je rappelle que ce n'est pas que le Mali soit incapable d'acheter du carburant pour faire fonctionner son économie. Non, le Mali a la capacité d'acheter le carburant. Ce n'est pas la capacité d'acheter le carburant qui est en jeu. Mais ce sont les voies de distribution qui sont perturbées par les groupes terroristes qui en ont reçu une instruction ferme. Et c'est ce coup d'État énergétique qui a été décrit ces dernières heures sur France 24 avec beaucoup d'emphase, avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'enthousiasme par le porte-parole des groupes terroristes, Wassim Nasr. Il explique que les attaques contre l'approvisionnement énergétique du Mali ont pour but de prendre le pouvoir à Bamako et que les groupes terroristes d'Al-Qaïda de l'État islamique seraient donc, selon lui, en train de négocier avec des forces politiques pour trouver un gouvernement d'union leur permettant de gouverner à Bamako. Voilà ce qu'expose la presse officielle française. Le plan de prise de pouvoir au Mali par les groupes terroristes en entente avec des renégats et des traîtres maliens. Ce plan a pour méthode l'asphyxie énergétique du Mali, le coup d'État énergétique. Nous pouvons avancer dans notre analyse. Quelle est la réponse apportée par le gouvernement panafricaniste révolutionnaire du Mali devant cette attaque, devant ce coup d'État énergétique? Je voudrais saluer ici les autorités maliennes, mais avant tout d'abord le peuple malien. La réponse du gouvernement du Mali a été une réponse triple et elle est formidable. Premier niveau de réponse, expliquer clairement à la population les enjeux du coup d'État énergétique. Pourquoi les terreaux impérialistes attaquent-ils les voies d'approvisionnement du carburant? Qu'est-ce qu'ils veulent? On a réussi en un temps record à faire comprendre dans toutes les langues du Mali, à toutes les Maliennes et à tous les Maliens, que si les terreaux impérialistes s'attaquent à l'approvisionnement en carburant du pays, c'est parce qu'ils veulent provoquer une révolte, une rébellion de la population contre le gouvernement et ramener les suppôts de Paris au pouvoir à Bamako. Quand le peuple malien a entendu ça, le peuple malien a dit « Aïe, wallahi, wallahi, billahi, talahi, jamais ça va arriver ici. » Même s'il faut qu'on s'éclaire avec la lumière de nos yeux, on va s'éclairer avec la lumière de nos yeux, mais jamais plus à Bamako ici. Nous n'allons accepter que des valets de la France-Afrique nous gouvernent. Ça, c'est la première victoire. C'est la victoire la plus essentielle du gouvernement malien. La victoire de la compréhension, de la solidarité et du soutien du peuple. Les Maliens se sont retrouvés entassés devant les stations de carburant. Les Maliens se sont retrouvés privés de carburant. Mais à aucun moment, les Maliens n'ont envisagé de se débarrasser du gouvernement qui leur a dit la vérité.
parce que le président Assimi Goïta et ses compagnons n'ont pas menti au peuple. Le peuple sait qui l'attaque. Le peuple sait que c'est un combat pour la souveraineté et pour sa libération. Donc, la première bataille, ça a été la bataille psychologique. Le peuple malien l'a remporté. Vous savez pourquoi il l'a remporté? Parce que c'est un peuple enraciné. C'est pas un peuple ouïa-ouïa. C'est pas un peuple qu'on ballotte comme ça, là. Il sait ce qu'il veut. Et quand il a des dirigeants qui sont véridiques envers lui, ce peuple est d'une fidélité. Une fidélité sacrificielle. Voilà le premier élément de la victoire du président Goïta et de ses compagnons. Je parle en tant qu'habitant du Mali. Hein. Je suis maintenant un résident du Mali. Hein. Vous savez, là, quand je parle de la crise énergétique, c'est quelque chose que je vis quand je suis au Mali. Puisque je réside 1 mois sur 3 désormais au Mali. Donc les coupures de courant, là, la privation de courant, c'est quelque chose que je connais. J'ai appris à dormir sans courant. Ce que je n'avais plus fait depuis mes années, mon départ du Cameroun, j'ai réappris à dormir sans courant. Comme tous les autres Maliennes et Maliens. La crise énergétique, là, elle n'a pas d'amis. Hein. Parce que, imaginons même que tu possèdes un groupe électrogène dans ta résidence. Comme il y a une baisse de l'approvisionnement du carburant, mais avec quoi tu vas allumer l'électricité chez toi? Les seuls qui peuvent relativement s'en sortir dans cette période particulière, ce sont ceux qui disposent d'installations d'énergie solaire. L'énergie autogénérée, sans passer par les hydrocarbures. Ceux-là, ils ont la lumière tout le temps. Moi, j'ai enseigné depuis plusieurs années à l'Université catholique du Mali, dans le campus de Samaya. Nous avons de l'électricité solaire. On n'avait pas besoin de l'électricité du Mali pour que le campus de l'Université catholique à Samaya fonctionne. Vous comprenez? Donc tous ceux qui ont aujourd'hui de l'électricité solaire, ils sont tranquilles chez eux. Beaucoup essayent de conserver de l'énergie à travers des batteries pour faire fonctionner un certain nombre de lampes, je ne sais pas, au moins les ventilateurs, en raison de la chaleur des nuits, etc. Les gens se débrouillent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. C'est pas une nuit, 2, non. Dans mon dernier séjour, j'ai fait pratiquement 1 mois. J'y retourne bientôt. Il est hors de question d'abandonner, de lâcher le Mali quand il est en difficulté. Parce que le Mali, là, c'est la prunelle de nos yeux. Son succès détermine celui du continent. Cet état est vital et névralgique. Donc, c'est le premier point par lequel les autorités ont gagné. Maintenant, deuxième élément. Les autorités ont donné les moyens à l'armée de garantir l'approvisionnement stratégique du pays et de tailler suffisamment encore le croupion aux terroristes. Les groupes terroristes ont subi des pertes sévères. Des principaux chefs terroristes ont été priés de rejoindre l'enfer. Jamais les groupes terroristes n'ont perdu autant d'hommes que lors de cette tentative de coup d'État énergétique. Et l'armée malienne a tenu le pari de faire acheminer partout où cela est nécessaire aujourd'hui le carburant. Donc, les Maliennes et les Maliens ont vu leur armée en opération pour empêcher l'asphyxie du pays. Je vous rappelle que ce carburant, il entre au Mali par des pays qui ont des ports. La Côte d'Ivoire, la Mauritanie et le Sénégal. Je vous ai posé dans la semaine une question très simple. Expliquez-moi comment il se fait que le carburant qui arrive au Mali ne soit attaqué ni en Côte d'Ivoire, ni en Mauritanie, ni au Sénégal. Alors que tout le monde voit bien ces camions qui passent. C'est parce que les pays de la CEDEAO bénéficient d'un relatif accord de non-agression, relatif j'ai dit, avec les groupes terroristes qui sont parrainés par les puissances impérialistes. C'est pour cela que les attentats terroristes contre le pétrole ne se font pas dans le sol sénégalais, dans le sol mauritanien ou dans le sol ivoirien. Parce que les terroristes s'entendent bien avec les autorités de ces pays-là. Les gens n'aiment pas la vérité, hein, mais la vérité, c'est ça. Il n'y a aucune raison qu'il y ait des attentats terroristes au Mali et qu'il n'y en ait pas dans les pays de la CEDEAO, qui sont en plus les pays par lesquels transite le carburant. Vous comprenez? Donc le Mali répond militairement. L'armée malienne est au combat nuit et jour. Elle taille les croupions aux terroristes nuit et jour. Et c'est dur d'être terroriste au Mali. Je vous dis que l'espérance de vie d'un terroriste est assez proche de celle d'une mouche. 7 jours. Oui! Tu commences une carrière de terroriste au Mali lundi, dimanche tu es mort. C'est ça hein, l'espérance de vie.
Ceux qui sont tentés par cette carrière-là, il faut qu'ils imaginent qu'ils doivent tout vivre la meilleure partie de leur vie en une semaine. Parce qu'au bout d'une semaine, les opérations qu'on vous amène à mener, vous trouvez la mort. Oui! Et c'est cette efficacité sur les terroristes qui garantit la confiance du peuple envers le gouvernement. Troisième niveau. Et le troisième niveau est très intéressant. C'est une réponse technique qui a été donnée par le président Assimi Goïta et qui indique qu'il a compris, comme tous les membres de son gouvernement, qu'il va falloir que le Mali génère par lui-même ses sources d'énergie. Il faut absolument que le Mali trouve une solution pour générer par lui-même ses sources d'énergie et pour protéger ses sources d'énergie. C'est toute la symbolique de l'inauguration de la grande centrale d'extraction et de fabrication du lithium. J'aimerais ici vous donner à apprécier un article qui décrit ce que c'est que le lithium. Parce que certains ne mesurent pas la chance que le Mali a d'être l'une des plus grandes réserves de lithium au monde. C'est un article du site scientifique et d'exploration nationalgeographic.fr. Il est intitulé « Le lithium, ressource précieuse du monde moderne ». Le président Assimi Goïta a inauguré hier une centrale d'extraction et de transformation du lithium, de fabrication des piles de lithium. Écoutez la description de ce que c'est, pour que les Maliennes et les Maliens ne perdent jamais patience, en sachant que Dieu jamais ne les a abandonnés. Un grand nombre de technologies modernes sont alimentées par des batteries hautement performantes. Voici ce qu'il faut savoir sur le lithium, son fonctionnement et les risques environnementaux qu'il présente. L'article est de Shruti Gurudev. Il a été publié le 15 janvier 2024. Je lis. Sur la crête des Andes, dans le sud-ouest de la Bolivie, se trouve un salar ou désert de sel d'un blanc éclatant appelé le salar d'Uyuni. Caractérisé par de vastes surfaces miroitantes et une atmosphère sèche, le salar renferme un métal alcalin précieux qui alimente une grande partie du monde moderne. Le salar d'Uyuni est situé dans le triangle du lithium, réparti entre l'Argentine, la Bolivie et le Chili. Cette région possède les plus grandes réserves de lithium au monde, un métal faisant partie de la composition des batteries lithium-ion qui alimentent les appareils électroniques utilisés par des milliards de personnes dans le monde. Ces batteries sont rechargeables et on les utilise pour les véhicules électriques, les smartphones, les ordinateurs portables, les brosses à dents électriques, etc. Elles présentent plusieurs avantages qui les placent en tête du marché par rapport à d'autres solutions. Un rapport de 2021, publié dans la revue scientifique Nature, prévoyait une hausse sur le marché des batteries de lithium-ion de 30 milliards de dollars, 27 milliards d'euros en 2017 à 100 milliards, c'est-à-dire 90 milliards, 100 milliards de dollars, c'est-à-dire 90 milliards d'euros en 2025. Les batteries lithium-ion sont essentielles au fonctionnement de véhicules comme ceux de Tesla. Et on considère qu'elles nécessitent peu d'entretien puisqu'elles ne requièrent pas de cycle périodique pour maintenir leur durée de vie, leur densité énergétique et leur tension sont également extrêmement élevées. Et elles peuvent stocker les énergies renouvelables telles que l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Je recommence. Elles peuvent stocker les énergies renouvelables telles que l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Une troisième fois, les batteries de lithium-ion peuvent stocker des énergies renouvelables telles que l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Citation. Ce qui a donné une grande impulsion à l'utilisation de batteries lithium-ion est le fait qu'elles sont nécessaires aux véhicules électriques qui réduiront notre dépense aux combustibles fossiles. Notre dépendance aux combustibles fossiles. Ce qui a donné une grande impulsion à l'utilisation de batteries lithium est le fait qu'elles sont nécessaires aux véhicules électriques qui réduiront notre dépendance aux combustibles fossiles. C'est-à-dire que grâce aux piles de lithium, on sera moins dépendant du carburant. Explique Linda Gens, analyste des systèmes de transport au laboratoire national d'Argonne. La production des véhicules eux-mêmes, et en particulier de leurs batteries, nécessite beaucoup d'énergie et de ressources. Selon elle, compte tenu des émissions causées par le secteur du transport tous les ans, ces batteries valent leur coût environnemental. Cependant, d'aucuns s'inquiètent de leurs effets sur la planète et sur nous-mêmes. Question, les batteries de lithium sont-elles écologiques? Malgré les avantages qu'elles présentent, les scientifiques sont confrontés à un dilemme en ce qui concerne leur impact environnemental. S'il est vrai que ces batteries facilitent l'utilisation d'énergie renouvelable et produisent moins d'émissions de carbone, elles ont également leurs inconvénients.
Le lithium s'obtient par l'exploitation minière, destructrice pour l'environnement. La question qui se pose est la suivante. Comment justifier une économie verte à base de minéraux précieux obtenus par la destruction et la contamination de l'environnement? Le lithium ayant un poids et un rayon atomique faible, les batteries ont une tension et un stockage de charge élevé par unité de masse et de volume. Le département de l'énergie des États-Unis explique que pendant que la batterie se décharge et fournit un courant électrique, l'anode libère des ions lithium vers la cathode, ce qui génère un flux d'électrons d'un côté à l'autre. Lorsqu'on branche l'appareil, c'est l'inverse qui se produit. Les ions lithium sont donc libérés par la cathode et reçus par l'anode. L'une des méthodes utilisées par les ingénieurs pour extraire le lithium est l'extraction de saumure, qui consiste à forer dans un gisement souterrain de saumure, à pomper pour faire remonter l'eau à la surface. Cependant, selon l'ONG américaine Natural Resource Defense, les membres des communautés alentours affirment que la baisse des niveaux d'eau dans les puits, les lagons, les nappes phréatiques a eu des conséquences néfastes sur leurs activités agro-pastorales. Donc, il faudra contrôler ce point. Alors, cet article de National Geographic m'intéresse uniquement parce que les scientifiques reconnaissent que les batteries de lithium permettent de réduire la dépendance aux énergies fossiles, c'est-à-dire au pétrole et au gaz. Alors, si le Mali est un excellent réservoir de lithium, cela veut dire que le Mali pourra ne plus dépendre autant qu'il dépend actuellement de son approvisionnement en pétrole venu à travers le Sénégal, de pétrole venu à travers la Côte d'Ivoire. Le Mali va être capable de produire à travers les batteries de lithium et une nouvelle génération de véhicules électriques son autonomie énergétique. Écrivez ça. Il suffit et il faut que soit bien maîtrisé l'impact environnemental de cette nouvelle source d'énergie. De la même façon, on sait que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont engagés pour la construction de centrales nucléaires sécurisées. On sait que le Niger est aujourd'hui en train de devenir un grand producteur de pétrole. Avec la nouvelle construction de la raffinerie pétrolière du Niger et la consolidation de la sécurité sur l'approvisionnement, l'Alliance des États du Sahel s'avance vers l'autosuffisance énergétique. Vous pouvez écrire ça, sans risque de vous tromper. Donc, la réponse du Mali est donc une réponse très profonde. D'abord, une réponse communicationnelle, ensuite une réponse sécuritaire militaire, et enfin, une réponse, technologique. Notez bien les trois réponses du gouvernement. La réponse communicationnelle, la conviction psychologique, le dialogue avec la population. Première réponse. Deuxième réponse, la réponse sécuritaire. L'armée continue à tailler le croupion, encore mieux aux terroristes. Troisième réponse, la réponse technologique. J'ai la conviction, au regard du sérieux du gouvernement, du président Assimi Goïta, sous la houlette du Premier ministre, le docteur général Abdoulaye Maïga, que cette crise énergétique, ce coup d'État énergétique est voué à l'échec. Et actuellement, je peux vous rassurer que bientôt, nous parlerons d'un albinos noir qui va apparaître. Et vous verrez. Ne me demandez pas de quoi il s'agit. Je pense que vous comprendrez plus tard. La guerre va finir et très vite. Attrapez. Qu'est-ce Now